Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 mai 2022 et effectivement la rédaction, on commence pas avec quelque chose de très gai puisque l'on adresse effectivement nos condoléances à la famille de ce petit garçon de 6 ans qui a perdu la vie aux abords de la plage de Riflette à ADF. Porté disparu hier, il a été retrouvé ce jeudi matin à 1,50 m de profondeur par les sauveteurs et les sapeurs-pompiers. Et on souhaite beaucoup de courage, effectivement, à ses proches. Retour maintenant sur le procès d'Élie Domota. Sa défense s'interroge sur l'implication du procureur dans la volonté étatique de brider toute contestation en faisant des exemples. Interpellé pour violence envers des personnes dépositaires de l'autorité, aucun élément ne laisse à penser qu'il s'en est pris aux gendarmes. Pour Maître Ezelin, il s'agirait d'un procès politique à l'instar de celui de Gaby Clavier. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Je pense qu'on va pouvoir synthétiser les exposés que nous avons à faire, les plaidoiries que nous avons à faire et terminer aujourd'hui. Il est vrai que la prévention pour laquelle il est poursuivi, ça laisse pantois parce que ce qui lui est reproché, c'est de n'avoir pas tendu ses mains pour que l'on puisse mettre des menottes et avoir résisté au moment où on lui mettait des menottes. Et pourtant, il est poursuivi pour violence. Alors qu'on établit, on ne prouve, on ne rapporte la preuve d'aucune violence. Il est bien évident que dans une décision normale, sur une réflexion juridique normale, il devrait être relaxé. Seulement, la dimension que prend ce procès n'est pas une dimension classique de petite procédure de tous les jours. Il s'agit de quelqu'un qui marque l'histoire de la Guadeloupe. Et s'il a été poursuivi, c'est pour faire l'exemple. En tout cas, il y a derrière, disons, un processus qui poursuit la poursuite de M. Clavier. Et on se demande à l'analyse et à la réflexion si, en fait, le bras armé du gouvernement, qui est celui qui est chargé de faire les poursuites, c'est-à-dire le procureur de la République, ne s'est pas impliqué, en quelque sorte, dans ce que le gouvernement souhaitait. Est-ce qu'il n'a pas, j'allais dire, anticipé un peu, comme on a vu en France, la volonté du pouvoir politique et de faire en sorte que ceux qui représentent le mieux la fierté guadeloupéenne pour l'instant, ceux qui représentent le mieux le combat de la Guadeloupe, en quelque sorte, soient bridés et soient interpellés dans leur action, soient bloqués dans leur action. C'est, me semble-t-il, ce que l'on peut tirer comme déduction de ces deux procédures d'affilée, Clavier, Domota. On pourrait dire à l'heure actuelle quel sera le prochain. On pourrait peut-être y inclure aussi les grands frères. Et nous sommes en ce moment en duplex du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, puisque le procès suit encore son cours. Nous sommes en direct avec Olivier Félix. Oui. Bonsoir Olivier, est-ce qu'on peut avoir un point sur la situation ? Oui, bonsoir Harold. Donc nous sommes en direct du tribunal avec Maître Gilabal qui va s'entretenir avec nous afin de nous dire comment se passe ce procès, puisque on a pu l'entendre, le procureur de la République a demandé une nouvelle tournure pour ce procès. Ben écoutez, nous, de notre côté en tout cas, du côté des avocats de la défense, ça se passe très bien. Nous sommes confiants, hein. Vous l'avez vu vous-même, c'est un dossier complètement vide, dans lequel il n'y a aucune preuve contre Élie Domota, qui aujourd'hui est poursuivi et sur le banc des accusés, alors même qu'en réalité, c'est lui la victime. Voilà. Alors, on a pu voir que vous êtes accompagné également de confrères des ténors de Paris qui ont même été, qui ont fait l'objet de certaines remarques venant du procureur. Donc, visiblement, on vous reproche de vous être bien équipé pour cette défense. Oui, alors c'est vrai que nous avons eu la chance de compter parmi nous les confrères du cabinet de du cabinet de Maître Bourdon, donc confrère parisien, qui est très connu d'ailleurs pour être un avocat militant, donc militant des droits de l'homme un peu partout, et donc qui a accepté d'accompagner Élie Domota dans cette aventure-là.
Et c'était une intervention un peu Demande-lui. curieuse quand même du procureur qui nous a fait remarquer qu'en réalité, nous nous plaignons du renforcement de la présence policière faite en Guadeloupe par l'État, alors même que nous, du côté de la défense des avocats, nous avons choisi de nous renforcer par des avocats parisiens. Bon, ça... Alors vous êtes unanime, vous demandez la relaxe. Nous sommes clairement unanimes, nous demandons la relaxe. Nous demandons d'abord la relaxe parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce dossier, il est vide et toute la Guadeloupe a vu que c'est Élie Domota qui est victime dans cette affaire de violence policière. Hein. C'est une véritable bavure. En réalité, dans ce dossier-là, ce qui lui est reproché, en définitive aujourd'hui, c'est là où on l'apprend. Dans un premier temps, il lui a été reproché de s'être agité lorsqu'on a voulu le menotter et qu'il se trouvait au sol. Aujourd'hui, on apprend que la violence qui lui est reprochée, c'est tout simplement de s'être projeté sur les gendarmes qui étaient devant lui. Alors que toutes les vidéos qui ont circulé à ce moment-là, et certaines de journalistes et de médias tels que vous, sont versées au dossier et prouvent qu'en réalité, Élie Domota, tout comme les participants à cette marche pacifique, se sont approchés en réalité devant les gendarmes, les mains levées, pour expliquer qu'ils étaient très pacifistes à ce moment-là et se sont fait littéralement gazer. Et mes confrères l'ont bien expliqué tout à l'heure à la barre, dans leur plaidoirie, au moment où Élie Domota est transporté en garde à vue et que les avocats de la défense s'entretiennent avec lui, vous aviez encore l'odeur du gaz qui circulait dans les pièces où Élie Domota se trouvait. Donc c'est vous dire la quantité de gaz lacrymogène qu'il a reçu de la part de ces gens-là, qui forcément l'a déstabilisé et l'a conduit, si vous voulez, un petit peu faire ce mouvement-là et aller tout simplement derrière les gendarmes. Mais il n'y avait aucune volonté de la part d'Élie Domota d'être violent. Alors il reste encore 3 confrères à entendre et après nous allons entendre le délibéré du juge. Oui. Il y a 3 confrères à entendre. Ensuite, on aura le délibéré. Je vous dis, nous sommes extrêmement confiants en ce que la relaxe pour Élie Domota doit être totale. Si toutefois la relaxe n'est pas prononcée, il est évident qu'à bon niveau, il s'agirait d'une commande. C'est-à-dire que, tel que nous l'avons démontré, l'objectif, c'était en réalité quoi? C'était de créer une espèce de guet-apens dans lequel Élie Domota allait être attrapé, allait tomber, tout simplement pour couper la tête du mouvement. C'est ce qui a été fait. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec l'affaire des grands frères. C'est ce qu'on a voulu faire avec Gaby Clavier, soutien et grand défenseur des suspendus du CHU, donc des soignants. Et c'est ce qu'on a voulu faire, j'ai envie de dire, au niveau national guadeloupéen, en s'attaquant à Élie Domota et en le prenant dans ce guet-apens tel qu'il a été préparé. Merci, Maître Gélabal. Merci beaucoup Olivier pour ce petit compte-rendu. Est venu des DOM et de l'Hexagone, les experts de la diabétologie et de l'endocrinologie assistent en ce moment aux journées antillaises autour du diabète et de ses répercussions sur les reins. Une occasion d'effectuer les mises à jour sur les évolutions en termes de prise en charge des patients. Grâce aux nouvelles technologies, l'on peut quasiment vivre normalement avec cette maladie génétique qui touche particulièrement nos populations. Le reportage de Michel Depape. Tu n'as pas les gènes du diabète, tu ne seras jamais diabétique. Après, les gènes, ils sont hérités de nos parents, de nos grands-parents, de toute cette millions d'années où l'homme a vécu dans des conditions très différentes d'aujourd'hui. Et ces gènes, ils sont modifiés aussi par notre mode de vie actuel. Et ensuite, il y a bien sûr le conflit entre ces gènes et le mode de vie actuel qui n'a plus rien à voir. Mais c'est d'abord une maladie génétique, après ce matin de civilisation, d'environnement. Et c'est les deux confrontés qui créent aujourd'hui cette vraie problématique. Nous sommes aux journées antillaises de diabétologie, en endocrinologie. Le diabète est une pathologie très fréquente aux Antilles, avec des chiffres qui sont supérieurs à ceux de la France hexagonale. Et le diabète est la première cause de maladie rénale chronique, d'insuffisance rénale chronique traitée par dialyse ou par transplantation sur le territoire hexagonal, mais aussi aux Antilles. Donc nous avons une interaction très importante entre la diabétologie et la néphrologie. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de venir voir un petit peu l'actualité de la diabéto, puis parler aussi de notre actualité de nous néphrologues.
L'intérêt, il est immense. Il permet de rapporter ici, in situ, les informations qui circulent durant toute l'année sur le territoire national et international et de présenter ici une synthèse de toutes ces informations dans une région où le diabète est extraordinairement présent, extraordinairement dangereux et où vraiment on a besoin de ces informations. Donc c'est vraiment une occasion en plus de réunir les médecins de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane d'un côté, et puis les métropolitains de l'autre, pour vraiment développer, échanger, communiquer et comprendre. Alors notre objectif prioritaire, c'est de former les professionnels de santé, notamment les médecins guadeloupéens, mais aussi ultramarins, c'est-à-dire de Martinique, de Guyane, à la diabétologie innovante, moderne. C'est-à-dire que le diabète, ça fait partie des domaines de la thérapeutique qui évoluent le plus. Et malheureusement, dans les territoires ultramarins, l'information n'a pas la même fluidité que en métropole. Donc notre objectif prioritaire, c'est que les médecins ultramarins et toutes leurs équipes de soins soient aussi bien informés qu'en métropole. On enchaîne avec le premier séminaire de sécurité civile. L'ensemble des acteurs de la protection civile ont été conviés par le CNFPT pour une concertation globale après 2 ans de gestion de crise où chacun a fait un peu ce qu'il pouvait. Le reportage. Les enjeux de ce séminaire sont des enjeux qui sont importants pour notre territoire puisque notre territoire est confronté à un certain nombre de problématiques. De différents enjeux liés aux risques sismiques, aux risques telluriques, aux risques sanitaires, aux risques sociaux, aux risques bâtimentaires. Donc en fait, ce sont tous les risques auxquels les populations sont confrontées et auxquels les pouvoirs publics doivent pouvoir répondre dans le cadre d'un certain nombre de plans et de schémas qui sont organisés. Donc l'objectif de ce séminaire, c'était de permettre à l'ensemble des acteurs de la protection de la population de reprendre contact après des années un petit peu difficiles, de refaire le point avec l'ensemble des acteurs et aussi de pouvoir se projeter sur l'avenir et voir quelles étaient les actions de formation qui sont nécessaires d'être mises en œuvre pour traiter certains sujets particuliers comme la sécurité incendie par exemple. Le SDIS participe avec beaucoup d'intérêt à ce genre de séminaire, à la fois pour communiquer avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux des collectivités, sur les enjeux de sécurité civile, et cheminer et les accompagner au quotidien sur les questions de l'ensemble des sujets de sécurité qui concernent et des risques qui concernent le territoire. Les institutions, elles se concertent déjà. Mais par contre, c'est important d'instaurer des rendez-vous réguliers avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir se concerter, se remettre à jour, puisque le CNFPT est un organisme de formation et d'information. Il y a des évolutions réglementaires qui sont importantes dans le domaine, donc c'est important d'être à jour de ce qui se passe. Il est important d'échanger directement avec les personnes qui sont en charge d'assumer un certain nombre de responsabilités qui sont importantes. Et donc, on va multiplier ces moments-là dans des moments plus techniques dès la fin du mois. Mais dans les semaines et dans les mois à venir, on sera amené à répéter ce genre d'échanges pour progresser et faire en sorte que la population guadeloupéenne soit beaucoup plus en sécurité. Il y aura des rendez-vous réguliers toutes les années en forme de séminaire, mais nous avons d'ores et déjà prévu pour le 31 mai des ateliers pratiques. Ce sont les ateliers de la sécurité civile et là qui s'adressent à des fonctionnaires territoriaux qui sont tous les jours sur le terrain et en charge de régler et de traiter ces problématiques. Donc ça n'est que le début d'un grand plan qui se déroulera sur plusieurs années, à la fois avec des séminaires où on fera le point sur la stratégie et les évolutions réglementaires, mais aussi des ateliers très techniques qui se dérouleront sur le terrain. Avec le plan France Relance, l'entreprise Matouba a investi dans l'automatisation d'une de ses lignes de production et aussi dans ses entrepôts de stockage. 400 000 € d'aide ont été accordés sur les 2 millions d'euros engagés pour la modernisation de ces usines. Le reste en images. Donc, il y a tout un plan dans ce plan de relance qui fait la part belle à la partie effectivement maintenance et maintenance préventive. Et dans les emplois prévus pour ce projet, il y a effectivement le recrutement de jeunes sur cette partie maintenance pour aider aussi les équipes et former aussi les équipes à l'usage des nouveaux équipements. Depuis quelques mois maintenant, je cherche vraiment à montrer et à illustrer ce qu'on fait à travers le plan de relance. Et ici,
c'est un projet qui est extrêmement intéressant puisque c'est un projet d'investissement pour une automatisation de la 3e ligne de production d'eau qui était en attente en fait avant le Covid. Et donc le Covid est arrivé, donc l'entreprise elle a été obligée de pallier à ses difficultés pendant la crise Covid, mais elle avait toujours ce projet d'investissement majeur qui existait. Et donc elle nous l'a proposé au titre du plan de relance. C'est à peu près 2 millions d'euros d'investissement pour l'usine, ce qui est extrêmement important. C'est une usine qui a une vingtaine de salariés, avec des produits que tout le monde connaît, clairement, et qui a besoin de pérenniser son activité, même de l'augmenter, puisqu'il y a des périodes pendant lesquelles ils sont en difficulté d'approvisionnement. Donc il y a un vrai besoin. Ils avaient un besoin de financement, et donc avec le plan de relance, avec 400 000 euros sur les 2 millions d'euros, auxquels il faut rajouter la défiscalisation, environ 30% qu'ils avaient déjà acquis, et bien ça a servi à donner ce petit déclic en fait, qui a permis de passer au-dessus et de permettre aux banques de prêter la suite pour l'entreprise, et donc de passer à la phase de réalisation maintenant de ce projet d'investissement. Je vous l'ai dit, 2 millions d'euros, c'est à la fois des machines qui vont être acquises pour l'automatisation de la ligne, mais c'est aussi de la formation pour les agents. C'est aussi un hangar de stockage qui va venir augmenter la capacité de stockage et des capacités de transport qui vont être intégrées à l'entreprise. Aujourd'hui, on a environ 3000 m² de surface de stockage et l'idée est environ de doubler cette capacité-là. En améliorant notre productivité, nos capacités de production, on va produire plus et on va avoir effectivement plus de transport vers la Grande Terre. Donc l'idée était d'investir aussi sur cette partie-là de manière à pouvoir amener le produit au plus proche du consommateur. Et oui, vous avez constaté que c'est Matouba qui embouteille Saint-Jude. On part maintenant pour Startup.gp, le rendez-vous des entrepreneurs innovants dans le secteur du numérique. Regardez. Guadeloupe Tech offre là, avec Startup.gp, l'occasion de partager. Et moi, c'est notamment ce que je suis venu faire aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Mon entreprise a une vingtaine d'années sur la Guadeloupe. Donc, c'était l'occasion de partager avec les jeunes porteurs de projets ou avec les startups qui se lancent la vision financière, la vision des fonds propres pour le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, j'étais présente pour parler de MVP et No Code. Donc en fait, effectivement, ce sont deux gros mots qui aujourd'hui ne sont pas très vulgarisés. Mais en fait, l'idée, c'était de comprendre qu'aujourd'hui, quand on a une idée, il y a moyen de tester son idée en fait avant de partir dans de la conception, dans de la création de, par exemple, un gros site internet, etc. Et en fait, l'importance aujourd'hui à travers cette conférence, c'était de montrer que quand on a une idée, il existe des méthodes pour la structurer et des outils en fait qui permettent de tester son idée en mettant une première version sur le marché pour essayer d'identifier en fait comment le marché réagit, est-ce que mon idée plaît et est-ce que mes utilisateurs sont vraiment intéressés par ce que je propose. Donc c'est ce qu'on appelle le MVP. Le MVP en fait c'est le produit minimum viable qui me permet en fait de créer une version simplifiée de mon idée pour me permettre de collecter des premiers retours et voir soit si ça plaît. Donc si ça plaît, je peux investir en plus de temps et d'argent. Et si ça ne plaît pas, je prends en compte les remarques qu'on me fait pour ajuster mon idée. Mon entreprise est dans le domaine du numérique, donc je suis très concerné. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Institut du Futur dit que 85% des jeunes qui sont scolarisés aujourd'hui vont travailler dans des métiers qui n'existent pas encore. Et donc on voit bien qu'il y a le digital et le numérique participent aujourd'hui de l'ensemble des domaines d'activité, que ce soit dans l'agriculture, dans la médecine, dans tous les domaines d'activité, on va retrouver du digital. Et donc du coup, ça ouvre un champ des possibles qui est nouveau. Et pour les entreprises innovantes, de se positionner sur ces projets-là, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'experts du digital, effectivement, on est en mesure de pouvoir accompagner un porteur de projet qui a simplement une idée. Donc on peut l'accompagner justement à structurer son idée et à mettre en place, on va dire, des premiers outils pour consolider en tout cas cette idée et qu'elle se transforme en projet, sans pour autant perdre trop d'argent. C'est ce qui est important. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et comme beaucoup d'entre nous, les agriculteurs ne sont pas forcément fans de la paperasse administrative, surtout après des journées éprouvantes dans les exploitations. Mais n'étant pas à jour, ils ne peuvent souvent pas bénéficier des aides et subventions disponibles. Alors pour leur venir en aide, l'association pour l'accompagnement et le financement des agriculteurs leur propose des solutions pour leur comptabilité ou encore effectuer leurs démarches. Le reportage.
On a constaté qu'au niveau administratif, les agriculteurs étaient vraiment dépassés. Donc nous, on a voulu vraiment les aider à mettre de l'ordre déjà au niveau de leur paperasse, leur proposer un accompagnement financier également, parce qu'on a des acteurs qui interviennent aussi pour tout ce qui est prêt, les aider à monter leur dossier de subvention et bien sûr la comptabilité, en travaillant avec un expert comptable qui les accompagne pour qu'ils soient à jour de leurs cotisations, qu'ils aient les attestations fiscales pour leur permettre d'obtenir les subventions. Moi, je suis là principalement à la recherche de foncier parce que j'ai passé mon BPRIA, ça fait déjà 3 ans et demi. Et depuis, je ne cesse de chercher du foncier pour pouvoir développer mon projet. Et malheureusement, quel que soit par le biais de la SAFER, le département, la région, ou même de particulier à particulier, je n'ai pas pu trouver ce foncier. Et donc, j'ai rencontré l'association qui m'a proposé de m'aider dans cette recherche. C'est cette grosse partie administrative qu'on souhaite mettre en avant parce qu'on le sait, les agriculteurs n'aiment pas tout ce qui est paperasse. Donc nous, au sein de la FDA, on les aide de A à Z, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent plus de la partie administrative. On va vraiment les aider à monter leur dossier, à classer, à ranger. On se déplace également à leur domicile, sur leur exploitation, pour mettre de l'ordre au niveau administratif. Moi, ils m'ont proposé de m'accompagner. On a constaté qu'au niveau administratif, les agriculteurs étaient vraiment dépassés. Donc nous, on a voulu vraiment les aider à mettre de l'ordre déjà au niveau de leur paperasse, leur proposer un accompagnement financier. Et maintenant, je reçois Francesca Faithfull, élue en charge de la culture à la Ville des Abîmes et vice-présidente de Cap Excellence. Bonsoir, Madame Faithfull. Bonsoir, Harold. Bonsoir à la population de la Guadeloupe qui nous regarde. Donc, la Ville des Abîmes qui a déjà commencé les célébrations en l'honneur de nos ancêtres à l'occasion du Mai des Mémoires. Qu'est-ce que vous nous réservez encore? Écoutez, comme chaque année depuis 2008 où nous sommes aux affaires, nous célébrons la commémoration de l'abolition de l'esclavage, mais nous avons commencé avec la commémoration de l'abolition, mais nous avons pensé qu'il était important de rendre hommage aux victimes de l'esclavage et pas tout le temps, pas seulement à ceux qui ont collaboré à l'abolition. Donc, mais vous avez quand même déjà fait le Morne Mémoire qui rend hommage justement à beaucoup de personnes qui ont vécu pendant cette période. C'est exact. Et donc, à un moment donné, nous avions l'habitude de commémorer sur la place Frédéric-Jalton. Mais à un moment donné, le maire Éric Jalton a pensé qu'il fallait un lieu où les gens pouvaient se recueillir, où les gens pouvaient penser et se remémorer. Donc, nous avons organisé le Morne de la Mémoire. C'est un morne qui se trouve dans le centre-ville, à 2 pas de la mairie. Et c'est là que nous organisons nos manifestations dans le cadre de la fête même que nous appelons le Respect Bayou. Alors, c'est le 25. Le 25, nous avons commencé, je disais, donc, demain, nous avons déjà une causerie avec les enfants parce que dans les écoles, les professeurs travaillent avec leurs élèves sur cette période du Mai des Mémoires. Et donc, demain, il y a une causerie, une conférence avec les enfants où on va leur parler de leur histoire. Ils vont pouvoir poser des questions par rapport à ce qu'ils ont entendu à l'école et ce qu'ils vont entendre dans cette conférence. Ensuite, vendredi, nous avons la marche de la mémoire. Mercredi, le 25, nous avons la marche de la mémoire. Le rendez-vous est donné comme chaque année au niveau de la statue d'Ignace. Le départ se fera à 19h. Et les participants vont marcher jusqu'au Morne de la Mémoire. Et c'est sur le Morne qu'il y aura toute une cérémonie symbolique avec allumage de la flamme de l'esclave, avec partage de la flamme. Et je veux souligner aussi que c'est une occasion pour nous de faire vivre, pour ne pas me répéter, le vivre ensemble. Parce que là, nous invitons toutes les ethnies, toutes les confessions religieuses, tout le monde est invité. Nous avons la communauté indienne, la communauté des Blancs, des Noirs, des Indiens, des Libanais, des Syriens. On est tous ensemble sous le Morne de la Mémoire pour fêter cet événement qui est l'abolition de l'esclavage, mais aussi la suite de ce que la vie nous réserve, c'est-à-dire que nous sommes obligés de vivre ensemble et de nous entendre. N'est-il pas? Alors, je vais revenir sur un élément que vous avez soulevé, à savoir qu'on a l'habitude effectivement de rendre hommage un peu toujours aux mêmes figures qui ressortent, et vous voulez diversifier un petit peu justement sur qui on met la lumière.
Alors, nous n'avons pas quand même interrompu l'hommage à Delgrès, Ignace et Solitude. Oui, ça, on va dire que c'est classique. Voilà, on va le dire comme ça. Cette année, nous ne l'avons pas fait parce que c'est vrai qu'on ne se remet pas tout de suite de la crise sanitaire que nous avons connue. Donc, nous avançons petit à petit, progressivement vers nos habitudes. Et cette année, les enfants ne vont pas participer à la marche des héros où les enfants prenaient la marche depuis Ignace pour arriver jusqu'à Delgrès et les écoles participaient. Cette année, non, nous avons un peu mis en retrait, mais nous allons recommencer. C'est quelque chose que nous allons recommencer. Mais pour le moment, nous avons privilégié l'hommage aux aïeux qui va consister en cette marche de mercredi 25, départ à la statue d'Ignace et arrivée au monde de la mémoire avec bien entendu des pauses. Voilà. Et donc, j'invite toute la population à participer à cette commémoration parce que c'est vrai que nous voyons l'esclavage tellement éloigné de nous. Mais nous devons quand même nous dire que ces personnes qui étaient esclaves ont des descendants et c'est nous, ni plus ni moins que nous. Et donc, sur le monde de la mémoire, il y a des livres en pierre qui portent les noms des esclaves qui ont vécu sur l'habitation de Dotema aux Abîmes. Et vous avez des gens qui vont chercher leur nom. Alors, qu'on ne s'étonne pas si on ne trouve pas son nom, si on réside aux Abîmes et qu'on ne trouve pas son nom. Parce que moi, par exemple, je réside aux Abîmes, mais mon ancêtre, il était de Saint-François. Donc, les esclaves se sont déplacés et on peut ne pas trouver son nom. On peut résider aux Abîmes, ne pas trouver son nom dans une autre commune. Voilà. Mais vous pensez que peut-être toutes les communes devraient faire un peu ce travail-là, de référencer tous les descendants, enfin, tous les Africains réduits en esclavage qui ont été sur les plantations? Oui, c'est un travail à faire. Ça se met en place petit à petit. Je sais qu'à Port-Louis, le travail est fait. On devrait chercher, avec le CM98, c'est cette association qui m'a aidé et qui nous a aidés aux Abîmes à construire ces livres de la mémoire. Donc, on peut remonter, on peut trouver des descendants de nos ancêtres, on peut trouver nos ascendants. Donc, c'est vrai que j'encourage toutes les villes à faire la même chose, de façon à permettre à la population de se stabiliser, j'ai envie de dire. Donc, le rendez-vous est donné en tout cas le 25 mai prochain. Alors, mercredi 25, je donne rendez-vous à la population, nous donnons rendez-vous à la population devant la statue d'Ignace pour cette marche. Et pour les gens qui ne peuvent pas marcher, eh bien, tout simplement sur le monde de la mémoire pour participer à la cérémonie que nous appelons Respect Bayou. Merci beaucoup, Madame Peffoul, d'être venue sur ce plateau ce soir et pour l'organisation effectivement de ces hommages chaque année pour nos ancêtres. Merci encore. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18 h. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Nous sommes jeudi, donc nous allons parler anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Yousseré Kalala Omotunde. Ce soir, on parlera des originalités dans les mathématiques africaines. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Je fais un bisou et je salue tous les internautes qui nous regardent. Je n'ai pas ouvert l'appli, désolé pour ce soir. Et aussi à tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10. A tout de suite.